Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre cet après-midi pour ce webinaire consacré à un sujet euh, ancien et toujours d'actualité qui concerne la communication sur l'Europe, pour l'Europe, autour des institutions et des questions européennes. Alors d'abord, une très mauvaise nouvelle. Nous avions la présence du vice-président de la Commission, Margaritis Schinas, qui nous était confirmé jusqu'à quelques heures. Et nous venons d'apprendre, il vient d'apprendre, qu'il a été testé ce matin positif à la Covid-19 et donc contraint bien sûr à s'isoler, bien sûr à se soigner, mais aussi à prendre des dispositions pour sa famille et son équipe qui lui interdisent d'être avec nous. Alors je crois qu'en notre nom à tous, on peut lui souhaiter immédiatement un prompt rétablissement, lui souhaiter beaucoup de courage en espérant qu'il soit victime d'une version du virus moins grave que d'autres, il en existe, et lui envoyer tous nos voeux. Nous avons essayé avec lui et son équipe de trouver quelqu'un susceptible de le remplacer au pied levé, un de ses collègues commissaires ou bien un de ses porte-parole. Malheureusement, c'était trop tard et un peu dans la précipitation, nous avons dû renoncer à sa participation. Ce n'est que partie remise et nous le ferons dans des circonstances plus sympathiques. Heureusement, nous avons, grâce à leur extrême disponibilité, la présence de Fabienne Keller, qui est une députée européenne à l'expérience politique déjà longue et importante, ancienne maire de Strasbourg, ancienne sénatrice même, pardon, députée européenne Renew aujourd'hui. Fabienne Keller est une des personnalités politiques qui sait communiquer et qui sait de quoi elle parle. Et pour dialoguer avec elle, et nous avons le privilège d'avoir Isabelle Horry, qui est journaliste, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles et de divers autres médias, et qui a aussi une longue expérience des médias. Alors, ce que je voudrais tout de suite vous dire, c'est que malgré la présence du vice-président, l'absence du vice-président de la Commission, nous allons essayer de donner un tour très interactif à notre discussion de cet après-midi. J'ai déjà beaucoup de questions que vous avez bien voulu nous envoyer. Je vous en remercie infiniment. N'hésitez pas à en poser. Elles seront immédiatement transmises. Je les synthétiserai, si vous le voulez bien, pour nos deux intervenants et pour organiser entre nous aussi un débat et des échanges les plus actifs possibles. Si j'essaie de résumer les questions que nous avons déjà reçues, en gros, elles portent autour de trois sujets, c'est-à-dire quel message doit-on communiquer sur l'Europe. Est-ce que c'est un message qui n'est pas trop technique aujourd'hui, pas trop diplomatique, insuffisamment politique, beaucoup plus compliqué que ce qu'il faudrait pour nourrir de véritables débats, de véritables échanges avec l'opinion? Est-ce qu'on arrive à communiquer, à parler d'Europe au grand public, c'est-à-dire celui des citoyens, des électeurs, des contribuables? Deuxième grande thématique, c'est quels moyens pour communiquer? Est-ce qu'on utilise suffisamment les moyens modernes? Bien sûr, les réseaux sociaux, bien sûr, Internet. Pourtant, de ce point de vue-là, les institutions, que ce soit le Parlement ou la Commission, sont plutôt tout à fait au niveau et certainement pas en retard dans l'usage des nouveaux moyens. Mais est-ce qu'on communique vraiment directement avec les citoyens et pourquoi ne le faisons-nous pas suffisamment? Vraisemblablement, les États membres ont une responsabilité qui ont longtemps euh, cantonné les institutions européennes dans une communication très technique, finalement devenue très diplomatique. Y a-t-il quelque chose à améliorer de ce point de vue-là? Certainement, plusieurs d'entre vous le disent dans leurs questions. Est-ce que les institutions européennes sont bien organisées pour communiquer? On pourra aussi
en parler avec nos deux personnalités. Enfin, est-ce qu'on communique à bon escient? Est-ce que la Commission, le Parlement sont des institutions extrêmement transparentes, bien plus transparentes en termes de communication que tous nos États membres, et y compris les plus anciens? Est-ce que c'est une bonne formule? Est-ce qu'il ne faut pas un peu mieux maîtriser la communication, faire des priorités, utiliser peut-être retenir un peu sa parole pour la solenniser? Voilà un petit peu comment je voudrais introduire nos discussions en disant que le débat est entièrement libre et qu'on peut poser toutes les questions grâce au logiciel que vous avez devant vous. Vous pouvez les poser, elles me seront immédiatement communiquées et je pourrai les transmettre à Fabienne Keller et à Isabelle Horry. Alors, Madame la députée, chère Fabienne Keller, quand on parle communication, on parle de quelque chose que vous connaissez parfaitement bien, parce que vous avez exercé des mandats locaux, des mandats nationaux, et que vous avez été élu de nombreuses fois. Donc, vous savez de quoi on parle, même maintenant. Vous êtes élu au suffrage universel direct sur des listes proportionnelles nationales, et vous avez mené une campagne particulièrement active. Alors, merci beaucoup de me donner la parole, cher Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, dont j'ai la chance d'être au conseil d'administration. Donc, bravo pour le travail que vous réalisez, peut-être avec une mention particulière pour l'atlas annuel de la situation en Europe, qui est vraiment, enfin, je trouve que c'est une bible de l'analyse de la situation dans les États d'Europe. Ravi d'être à côté d'Isabelle Horry. Jean-Dominique, la table ronde devait être paritaire. Là, vous êtes comme un coq en pâte, bien entouré. Et Pascal Joannin s'est effacé, mais complète le tableau. Donc, merci de m'avoir invité. Alors, la communication européenne. Je regrette beaucoup qu'on n'ait pas Margaritis, parce que d'une part, il a été, je crois, pendant presque 10 ans porte-parole, dans cette fonction très officielle de communicant de la Commission, et que maintenant, il est sur des sujets extrêmement difficiles. Moi, je le vois très souvent sur l'asile et la migration, et c'est des sujets où il est extrêmement difficile de communiquer, parce que la perception de chacun du sujet est très différente, et elle est rarement d'ailleurs directe, elle est par médias interposée. Donc, quel message, quelle communication? Vaste sujet, je voudrais juste apporter peut-être quelques réflexions liminaires. D'abord, on a beaucoup tendance à dire que l'Europe, c'est compliqué. Donc, en général, ça démarre mal en termes de communication. Et puis, s'ensuit une explication sur le fonctionnement des institutions, voire de nos commissions, de nos modes de décision. Alors là, on perd tout le monde. C'est notre interne. Moi, je n'ai pas essayé, je n'essaie pas trop d'expliquer, sauf quand on me pose des questions sur les modalités de détail. Par contre, l'idée de coalition et de compromis, le fait qu'il nous faut beaucoup discuter pour comprendre non seulement les convictions de chacun, mais aussi la situation qu'il vit dans son pays, qui explique souvent largement, autant que son appartenance politique, son point de vue. Ça, c'est des idées intéressantes. Et cette idée, par exemple, de coalition, de compromis, elle est peu présente en France. Elle est beaucoup plus connue, par exemple, chez nos voisins allemands. Je trouve que la communication est souvent difficile aussi parce que chacun lit l'Europe à travers ce qu'il connaît de l'Europe. Il fait comme nos citoyens localement, il lit l'action d'un élu ou d'une sensibilité à travers ce qu'il perçoit lui concrètement, comme ça donne des bases concrètes. Donc voilà, la personne engagée dans le monde agricole, l'agriculteur regardera la politique agricole commune, la personne en difficulté dans un quartier regardera comment fonctionne le Fonds social européen, la collectivité locale, comment il arrive ou pas à obtenir des fonds FEDER, des fonds d'aménagement. Donc il regardera ça de manière très concrète. Or, le concret passe très souvent par les États membres, voire par d'autres strates en France, par les régions. Et il y a un truc qui veut que les strates intermédiaires n'aiment pas trop dire que c'est l'Europe
qui a rendu possible la politique. Exemple, l'Union européenne a sur les fonds, les budgets de 2020, largement financé les achats de masques par l'État français et par les régions, mais très peu de gens le savent, parce qu'au moment de distribuer ces masques, les régions le disent rarement, et l'Europe n'a pas toujours de visage localement. À l'inverse, quand on est en difficulté, alors là, on retrouve l'Europe. Où est l'Europe? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle s'est occupée de nous? C'est pas très simple, hein, parce que c'est une réalité. Le principe de subsidiarité impose que les États membres respectent les autres intervenants. Donc l'Europe, elle ne peut pas imposer d'être tout le temps là et un peu lourde. Elle laisse les acteurs libres et avec toute leur puissance. Mais donc souvent, ça l'empêche de communiquer. Autre réflexion sur les programmes, j'ai évoqué Erasmus, j'ai évoqué le Fonds social. On pourrait aussi parler de choses très concrètes comme le roaming, le free roaming, là, ce qui fait que quand on est dans un autre État membre, on peut télécharger les données en plus du téléphone sans surcharge à son forfait téléphonique. Eh ben, c'est un peu comme l'euro ou comme des réglementations protectrices sur l'alimentation, les médicaments. C'est considéré comme normal. C'est certes l'Europe qui l'a construit, mais c'est devenu banal et ça n'est plus un support de communication positive, c'est plutôt un acquis européen et c'est heureux, mais ça rend parfois la communication un peu plus difficile. Quelques autres réflexions. La question du plurilinguisme, mais je crois qu'Isabelle Horry reviendra aussi sur le sujet. C'est une vraie difficulté en Europe parce que chacun communique dans son pays, dans sa langue. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe sur l'état de droit en Pologne et en Hongrie. J'ai très peu de moyens de savoir directement ce qui s'y passe. Je lis les articles traduits dans le Courrier international chaque semaine. Parfois, les assistants de Bernard Guetta, qui sont mon collègue, qui sont respectivement polonais et hongrois, m'aident à décrypter un sujet, ou ma collègue Anna Donat de mon groupe, que j'aime beaucoup. Mais je n'ai pas accès directement à ce qui se passe dans son pays. Les mots traduits, parfois, n'ont pas non plus la même signification parce qu'ils dépendent du débat local, ils dépendent d'une ambiance. Donc, cette question de traduction, c'est à la fois le miracle du Parlement européen. Hein, on se comprend, c'est une tour de Babel. Chacun parle sa langue. L'Irlandais peut même parler gaélique et on le comprend tous. Mais à l'inverse, pour les échanges et plutôt l'imprégnation, la connaissance de ce qui se passe dans les États membres, ça reste quand même une vraie difficulté. Autre réflexion, moi j'aime beaucoup la communication participative. J'adore quand l'hémicycle de Strasbourg est plein des jeunes Européens qui simulent un débat parlementaire. Je trouve que c'est une expérience unique. D'ailleurs, ils en parlent souvent. C'est vrai aussi pour les élus locaux quand ils viennent, parce qu'ils ont déjà une habitude du débat et de la discussion, de la construction d'une solution. Donc je trouve que cette communication où le citoyen devient acteur, c'est plus intéressant. Enfin, moi j'ai un peu pratiqué deux choses, la communication croisée. Je suis allée en Roumanie pour la journée de la femme chez une collègue qui m'a invitée. J'en ai profité parce que je traite des sujets de migration pour visiter des lieux de détention et de traitement des demandes des migrants, et puis pour rencontrer des administrations roumaines. Et puis j'ai parlé à ses collègues voilà, de comment je vis l'Europe, quels sont les défis pour les femmes, mais aussi pour l'économie. Enfin, on a parlé de plusieurs sujets. Je trouve que cette com croisée, elle est très riche. Et si vous voulez comment dire, moi j'ai appris autant, je pense, que j'ai pu apporter, parce que rien que les questions qui m'ont été posées, la découverte du modèle roumain de la femme, hein, qui est assez classique, je ne savais pas que c'était à ce point. Voilà, les échanges qu'on a pu porter, voilà, j'ai trouvé que c'était riche en soi. Et de la même manière, je trouve que multiplier les benchmarks européens, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a une question, se demander comment on le fait dans d'autres États membres, c'est aussi une source de communication positive. C'est parce que les pays européens, ils sont tous proches et différents à la fois, donc c'est des sources d'inspiration qui peuvent être utiles. C'est ce qu'on aime appeler, nous, les best practices en alsacien, hein, les meilleures pratiques. Je trouve que c'est aussi un mode de communication assez positif.
Donc, je pense que ces expériences vécues de débat, d'échanges, d'Erasmus ou de volontaires, de benchmark, il faudrait les diffuser et les multiplier. Enfin, en conclusion, un petit clin d'œil. J'ai trouvé que les tabloïds britanniques ont fait beaucoup de mal à l'Union européenne. Ils ont été les champions pour plaquer une mauvaise réputation à l'Union européenne. Et leur technique, c'était les dessins caricaturaux dans les tabloïds. Alors, je vais essayer de la faire à l'envers, avec un dessinateur qui est à la fois français et irlandais, qui a habité à Strasbourg, Tommy Ungerer, qui malheureusement nous a quittés et qui a su, je trouve, dessiner l'Europe avec cœur. Alors là, on va voir si la technique va marcher. Partager. Tac. Alors, est-ce que vous voyez? Voilà l'entraide européenne qui aboutit donc aux étoiles de l'Union européenne. Voilà comment ensemble on peut monter, on peut progresser ou pas. Ça dépend des dossiers. Parfois en Europe, il y a des plafonds, il y a des blocages. Mais parfois, il n'y en a pas. Celle-là, je l'adore. Et du coup, on arrive à déplacer les montagnes, enfin des grosses bûches, tous ensemble, regardez les pieds. Voilà. Les oiseaux qui travaillent ensemble, on va leur retrouver ce thème. Voilà, pour un monde européen, on arrose les étoiles. Et ma préférée… On me demande le nom du dessinateur. Alors, il s'appelle Tommy, T-O-M-I, Ungerer, U-N-G-E-R-E-R. Et il a vécu vraiment à mi-temps en Irlande et à Strasbourg. Il a un musée puisqu'il nous a fait don de presque tout son fonds. Il y a un musée qui lui est dédié. Pour les esprits coquins dans la cave, ce sont que des dessins chauds. Et voilà, il a eu un grand succès aux États-Unis puisqu'il a été exposé très régulièrement à New York. Et voilà ma préférée, c'est voilà, les Européens qui s'entraident. Voilà, donc je pense qu'on peut aussi trouver des manières peut-être rigolotes, peut-être un peu voilà, amusantes de communiquer sur l'Europe. Merci beaucoup, chère Fabienne. En tout cas, cela montre qu'on n'utilise peut-être pas assez souvent ou suffisamment ce genre de moyens pour communiquer plus directement, quitte à pratiquer un peu l'humour ou l'autodérision. Alors, Fabienne Keller a évoqué une question essentielle dans la communication, c'est celui des langues. Et là, je suis assailli de questions, et notamment par écrit, sur le plurilinguisme, l'usage des langues. Alors, je crois que c'est Umberto Eco qui avait dit que la langue de l'Europe, c'est la traduction. Isabelle, comment on vit ça à Bruxelles, alors qu'on utilise de plus en plus l'anglais, qui est d'ailleurs extrêmement critiqué par nos participants, qui sont toujours plus de 225 à l'heure qu'il est, et qui nous écoutent et qui nous envoient beaucoup de questions sur le sujet de l'usage des langues. Bonjour, alors merci déjà pour cette invitation et cette chance de pouvoir parler avec vous. Alors les langues, il y a plusieurs aspects à mon sens dans ce sujet. Il y a déjà le fait
que l'Union européenne a, je crois, si je ne me trompe pas, 23 langues officielles, qu'il y a 27 pays, et qu'à travers la langue de chacun d'entre nous, je pense que c'est quelque chose qui nous est très, très sensible à nous Français, la langue, elle véhicule une culture, elle véhicule ce qu'on est, elle véhicule beaucoup plus que de simples mots. Donc, c'est très important d'avoir la diversité linguistique. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui au quotidien à Bruxelles, c'est que très souvent, on se retrouve avec de plus en plus d'interlocuteurs qui ne parlent qu'anglais et qui parlent anglais au Parlement européen, parfois dans l'hémicycle. Je prends l'exemple qui a beaucoup frappé les esprits, je crois, de Madame von der Leyen qui a fait son discours sur l'état de l'Union quasi exclusivement en anglais. Il y a une question très critique sur le sujet, d'ailleurs. Voilà. Et voilà, oui, ça ne m'étonne pas. C'était quelque chose d'assez frappant. C'est aussi, c'est beaucoup dans les échanges au Conseil, enfin un peu partout. Alors chaque jour, la commission fait un point de presse. Et c'est un jour en français, un jour en anglais. Mais c'est vrai qu'on entend, c'est les deux seules langues qu'on entend. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'attriste. Je trouve que c'est un appauvrissement. J'aime entendre du grec, du letton, du danois, du portugais. Je pense que ça fait partie de ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Et oui, après, on peut écouter la traduction, mais c'est comme le choix entre regarder un film en VO avec les sous-titres ou le regarder doublé. Je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est vraiment, je pense qu'on n'arrive pas à rendre compte de la diversité, de la richesse à travers la manière dont les institutions fonctionnent aujourd'hui. Je comprends l'importance de l'anglais pour le côté efficace et pratique dans le travail interne entre les fonctionnaires. Ça paraît une évidence qu'il faut une langue de travail, mais je trouve qu'en termes de communication, dans l'expression publique, c'est un vrai problème. La deuxième chose, c'est que, alors moi, je suis née en Angleterre, je ne suis pas bilingue, mais je parle assez bien anglais. Je suis horrifiée par cet anglais. Et je pense que les anglophones sont aussi… C'est vraiment l'anglais de Bruxelles, on appelle ça le globish. C'est vraiment quelque chose qui écorche les oreilles et avec des formules toutes faites qui sont vraiment un peu tristes. Ça, c'est la première chose. Alors ça, c'est le premier aspect sur les langues, c'est que je pense que c'est un problème de richesse. Après, il y a la deuxième chose qui est pour les journalistes, le travail au quotidien. Et c'est vrai que par rapport à mes collègues qui sont en France, nous, on fait beaucoup de notre travail à lire des documents qui sont souvent techniques, sur des sujets qui sont souvent techniques aussi et complexes, et on doit souvent le faire dans une autre langue que la nôtre, qui rajoute une difficulté, ce qui rajoute aussi des incompréhensions parfois. Et ça fait aussi, à mon avis, partie des difficultés à parler d'Europe dans les États membres en direct. C'est-à-dire que le jour où il y a une annonce ici à Bruxelles et que les documents explicatifs sont en général exclusivement en anglais, les fiches techniques, les choses comme ça, et que je dis à un de mes collègues à Paris qui s'occupe d'environnement, choses comme ça, je vais t'envoyer la documentation et que tout est en cet anglais un peu technique, souvent on me dit « Ouf, t'es sûr vraiment, tu veux pas t'en occuper toi ?» C'est un problème. Donc, voilà, à côté de ça, et donc j'arrive à un point parce que je pense que dans les États membres, il y a tout un travail à faire qui aujourd'hui est peut-être moins fait. Moi, je pense qu'il faut communiquer à Bruxelles, mais je pense que la communication dans les États membres, elle est très importante parce qu'elle peut être adaptée, faite sur mesure à ce qu'est l'opinion publique de cet État membre, à ce qu'est la manière de penser de cet État membre et à ce qu'est aussi la langue de cet État membre. De temps en temps, j'écoute les briefings que la Commission européenne ou que le Parlement européen organise, surtout en ce moment grâce au Covid, on fait beaucoup de choses en ligne et donc les gens de Bruxelles peuvent participer à ces points presse qui sont faits à Paris ou qui sont faits en virtuel et qui sont en français. Et voilà, c'est pas la même chose d'écouter 5 ou 6 députés français nous expliquer un sujet, d'écouter des communicants francophones parler dans leur langue. Et je pense que pour les journalistes qui sont à Paris et qui ne sont pas forcément polyglottes parce qu'au quotidien, ils n'utilisent pas d'autres langues, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc oui, la langue, elle est un outil, elle est une richesse, elle est beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui, de ce point de vue-là, ne fonctionnent pas. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit il y a DeepL qui fonctionne très bien. Oui, mais alors justement, DeepL, c'est un bon exemple. Voilà, on se retrouve avec une espèce de langue un peu technocratique et une langue, c'est de la vie.
Une langue, c'est des gens. Et je trouve que malheureusement, à Bruxelles, une langue, c'est un outil un peu dévitalisé souvent. C'est très juste. Il n'en demeure pas moins que, d'après les experts, d'ici 18 mois à 2 ans, on pourra, vous et moi, par exemple, parler dans une langue et nous comprendre immédiatement. Et moi, je trouve que l'Union européenne, notamment la Commission, devrait mettre vraiment l'accent sur la traduction. Il y a des questions, j'ai vu des commentaires, combien ça coûte? D'après ce que je sais, ça coûte 2 € par citoyen et par an. Bon, pour traduire en 23 langues, je trouve que c'est tout à fait acceptable. Mais je pense qu'on devrait, nous, Européens, être les premiers à découvrir les procédés qui permettraient de traduire l'essentiel le plus vite possible, et de manière simultanée, ce qui permettrait par exemple des campagnes européennes pour les élections européennes dans tous les pays, avec un porte-voix, vous parlez en français, Fabienne Keller, et c'est traduit en letton immédiatement. Ça permettrait déjà de rapprocher les citoyens, même si on ne trouverait pas les sentiments qu'Isabelle Horry a raison de rappeler et qui font cette richesse et cette diversité. D'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait adresser à Thierry Breton. A-t-il mis assez d'argent sur les processus de traduction du futur? Est-ce que l'ordinateur quantique va permettre, qui est sa marotte, va permettre de traduire en même temps qu'on parle? Moi, je crois que oui, et que donc nous devrions être les premiers, ne pas laisser ça à Google, Apple ou Zoom, puisque quelqu'un me pose la question, pourquoi vous utilisez Zoom qui n'est pas européen? Mais la réponse, c'est parce que c'est moins cher. Voilà, donc j'espère pouvoir utiliser très prochainement, grâce au Digital Act en français de la Commission européenne, des logiciels européens. Alors, il y a beaucoup de questions qui nous sont adressées, vous pouvez les voir vous-même sur l'onglet questions et réponses qui concerne la traduction, mais Madame Keller, il y a aussi beaucoup de questions de fond sur lesquelles vous pouvez peut-être répondre. Alors, si j'en fais la liste exhaustive, vous allez être effondré. La première question, c'est doit-on interroger plus souvent les citoyens européens par référendum? Donc, je vous la pose. La deuxième, c'est n'a-t-on pas élargi l'Union européenne trop vite? Question très française en réalité. Ce qui explique qu'on parle anglais pour se faire comprendre d'un Polonais. Et puis la troisième question qui vous tient à cœur et concerne le siège de Strasbourg du Parlement européen, est-il vraiment menacé? Enfin, vous pourriez nous dire un mot des relations que vous avez su nouer avec vos collègues de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a une question qui est posée là-dessus. Pardon de ce débit trop rapide. Alors, je vais essayer d'apporter quelques éléments. Alors, sur interroger les citoyens européens plus souvent, alors je comprends l'intérêt d'échanger avec les citoyens européens, mais je ne pense pas qu'il faut qu'on multiplie trop les référendums. Par contre, on peut sûrement se poser la question d'autres formes d'échange et de discussion, mais pas forcément, comme j'essayais de l'expliquer tout à l'heure, chacun rentrant dans son État membre, mais parfois essayant de sentir comment un sujet est perçu, est analysé, est vécu dans un autre État membre. Ça me semble important parce que nos compromis doivent tenir compte de l'avis de l'ensemble des Européens. Donc, échanger plus régulièrement, de manière plus simple, plus concrète avec les citoyens, oui. Trop de référendums, moi, je suis pas trop fan, au risque de bloquer l'avancement de l'Union européenne. Et après tout, on est mandaté pour faire ce job. Par contre, il faut qu'on s'assure régulièrement qu'on est imprégné de ce qui touche nos concitoyens, de ce à quoi ils tiennent. Est-ce qu'on a élargi trop vite? Non. C'est une réponse personnelle, mais j'assume l'élargissement. Vous savez, moi, j'ai eu quelques expériences comme maire. J'ai eu la chance d'être maire de Strasbourg au moment de l'élargissement. Et je me souviens de cet échange assez énergique avec un représentant polonais qui me disait « Mais vous savez, vous nous avez abandonnés pendant toute la période entre la fin
Deuxième Guerre mondiale et les années 90, hein, presque 50 ans, 2 générations. Donc, on peut trouver qu'on a élargi trop vite ou qu'on a attendu trop longtemps. D'ailleurs, il faut rappeler que l'Union européenne a mis entre 12 et 14 ans pour accueillir en son sein des États membres qui s'étaient libérés du joug de l'Union soviétique, hein, alors que le Conseil de l'Europe a été beaucoup plus rapide dans son intégration. Donc voilà, on a fait ça progressivement. Après, je pense vraiment que c'est la crise de 2008 qui a mis un frein terrible à l'harmonisation, à la convergence qu'on aurait pu espérer beaucoup plus rapide entre nos économies, le niveau de protection sociale et la situation de nos concitoyens. Sur le siège de Strasbourg, je suis très mobilisée, très active, comme d'autres collègues, notamment Anne Sander. C'est un moment extrêmement difficile que j'ai vécu la semaine dernière en voyant ce Parlement. Franchement, c'est un bâtiment superbe qui est très propice aux échanges et où il y avait très peu de collègues. Moi, j'aime beaucoup ce que j'ai lu dans un hebdomadaire français où un membre de la commission indiquait qu'il n'aime pas du tout les trilogues, c'est-à-dire les constructions des compromis entre commission, conseil et parlement, quand ils se déroulent à Strasbourg. Parce que le Parlement européen est trop fort. Et bien moi, j'aime bien quand le Parlement européen est fort. À Strasbourg, il est chez lui. Les locaux sont spacieux, propices à la rencontre. Tout le monde est un peu loin de ses bases, la commission en particulier, elle est loin de ses technos qu'elle a laissés derrière elle à Bruxelles. Les lobbies n'ont pas beaucoup fait le voyage. Donc on est entre nous, sereins, disponibles. Ça permet de bien travailler. Moi, je pense que ça permet de porter la mission essentielle de Strasbourg, qui est faire vivre cette démocratie entre États membres encore plus importants à 27, parce qu'on est quand même plus divers que quand on n'était qu'un noyau. L'empreinte de Strasbourg, c'est cette vie parlementaire, cette démocratie vivante. Il faut probablement améliorer un certain nombre d'éléments, par exemple que nos collègues députés soient plus en lien avec les structures européennes qui sont présentes à Strasbourg, qui ne se contentent pas de rester dans la bulle physique qui est le bâtiment du Parlement. Il y a sûrement des questions matérielles aussi à toujours améliorer pour qu'ils se sentent bien à Strasbourg, mais le combat est très injuste avec Bruxelles, puisqu'il n'y a presque plus de fonctionnaires basés à Strasbourg et que toute la technostructure du Parlement européen est basée à Bruxelles, ce qui conduit à un paradoxe et une forme de double peine, alors que Strasbourg est beaucoup moins touché par le Covid. Les chiffres sont 4 fois plus faibles sur la même base de comparaison qu'à Bruxelles. Le Parlement ne se réunit pas là où ce serait plus sûr pour les députés de se rejoindre à Strasbourg, mais reste à Bruxelles parce que c'est un risque dit naturel pour toutes les personnes qui sont installées là avec leur famille, fonctionnaires et assistants notamment. Voilà, et je pense que la mission de Strasbourg, elle tient à l'histoire, mais elle tient aussi à cette mission démocratique et d'incarner un Parlement indépendant, fort, qui se fait respecter dans la construction européenne. Sur les relations tissées avec l'Assemblée nationale, moi je démarre juste, mais je suis convaincue que c'est un travail indispensable. Moi je m'investis beaucoup sur les questions de budget d'asile et de migration. On est au cœur de missions régaliennes, donc on n'avancera pas en faisant juste des textes européens. Il faut vraiment travailler avec les parlements nationaux et c'est ensemble, à toutes les échelles, qu'on pourra être efficace. Le cas encore plus flagrant, c'est le domaine de l'environnement. L'Union européenne a sa mission de construire des cadres. Les parlements nationaux doivent légiférer, mais beaucoup d'actions se font sur le terrain, dans les collectivités que sont les mairies, les intercommunalités, les régions, les départements en France et leurs équivalents ailleurs. Donc, moi, j'avais fait une proposition, je fais un rêve, que le Sénat soit le lieu de cette harmonisation entre les différentes échelles, chacune utile, mais qui doivent être parfaitement coordonnées pour que les politiques puissent se décliner sur le terrain. Pardon, j'étais un peu longue. Non, merci. Merci beaucoup de ces réponses très, très complètes. Nous sommes submergés de questions, ce qui signifie tout à fait que votre propos intéresse, questionne et que
nos auditeurs ont envie de débat. Alors, je poserai tout de suite la question à Isabelle Horry, qui analyse, observe, scrute le fonctionnement des institutions à Bruxelles. Une question, par exemple, pour terminer ce discours sur les langues, est-ce qu'on ne devrait pas davantage travailler les 3 langues de travail? Bon, mais ça, c'est pour terminer votre propos de tout à l'heure. En revanche, comme observateur, comme observatrice, que pensez-vous du fonctionnement des institutions? Que peut-on communiquer? Par exemple, il y a une question précise sur le Coreper. Il faudra peut-être expliquer à tout le monde ce que c'est, si vous pouvez le faire, mais est-ce que c'est un organe qui est capable de communiquer? Deuxièmement, le principe de subsidiarité dont se targuent beaucoup d'États membres n'est-il pas incompatible, me dit un téléspectateur, avec une bonne communication pan-européenne? Et enfin, question d'actualité pour toutes les deux, cette conférence de l'avenir de l'Europe va-t-elle être une occasion de participation, de communication interactive, ou bien est-ce que ça va être encore un machin quasi diplomatique qui va fonctionner pendant 1 an et puis dont on enterrera les conclusions? Isabelle, à vous l'honneur. Alors, pour commencer sur les langues, oui, alors moi, je suis totalement partisane du fait que tout le monde parle très bien anglais, très bien allemand. C'est une richesse d'apprendre des langues. Donc, effectivement, si on peut communiquer au quotidien ici en français, en anglais et en allemand, ce qui est mon cas, on s'en porte pas plus mal. C'est de toute façon toujours plus agréable de parler aux Allemands dans leur langue que de leur parler en français. Bon, je parle pas toutes les langues, mais je vois bien la différence que ça crée dans les contacts quand on parle la langue de l'autre. Et bien sûr, c'est une richesse de parler toutes ces langues et on sera d'autant plus européen qu'on maîtrisera le plus de langues. Mais bon, il y a quand même une limite intellectuelle et c'est là qu'on a effectivement besoin de ces outils de traduction dont vous parliez tout à l'heure. Ensuite, alors pour rentrer plus dans les questions de communication, c'est difficile la communication pour les institutions européennes parce que je pense qu'il y a 2 niveaux. Je pense qu'il y a un niveau qui est le rapport de force entre les institutions elles-mêmes. Les citoyens, quand ils ne connaissent pas très bien le fonctionnement de l'Union européenne, ont cette vision, ils disent l'Europe. Mais parfois, ils ne réalisent pas que l'Europe, c'est des institutions, des partis politiques. Voilà, nous, on sait ça, mais je veux dire, pour le citoyen lambda, et en tout cas, moi, quand je suis en contact avec mes auditeurs, je vois souvent qu'ils me disent toujours l'Europe, Bruxelles, avec une espèce de vision un peu vague. Et donc, les médias, et il y a un certain nombre de médias ici dont c'est le travail principal, sont un outil, aussi un levier parfois utilisé par les différentes institutions pour peser les unes sur les autres, que ce soit le Parlement, le Conseil qui représente les États, ou la Commission. Et alors, vous parliez par exemple du Coreper, qui est le comité des représentants permanents, c'est-à-dire en fait au quotidien l'organe qui représente les 27 États de l'Union européenne ici, puisqu'il y a les réunions de ministres, mais elles sont épisodiques, et alors que les réunions de ceux qu'on appelle soit les représentants permanents, soit les ambassadeurs, je crois que c'est 3 fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine, selon vu qu'il y en a 2. Et cet organe-là ne communique pas de façon officielle. C'est-à-dire que vous entendez très rarement un représentant permanent d'un pays parler de façon publique. En revanche, les représentants permanents sont les maîtres de ce qu'on appelle à Bruxelles en bon français le off, c'est-à-dire qu'ils vous font des briefings, des réunions où ils expliquent pour la presse, où ils expliquent la position de leur pays de façon très détaillée et la stratégie de leur pays. Mais évidemment, tout ça en se faisant toujours sous l'appellation générique de diplomate européen. Donc, vous ne savez pas forcément après, quand vous lisez un journal ou quand vous écoutez la radio, que le diplomate européen est français ou allemand ou hongrois. Et c'est très frappant. Par exemple, quand il y a un sommet, une réunion des chefs d'État et de gouvernement, toutes les représentations permanentes organisent donc ce qu'on appelle le briefing d'avant le sommet, c'est-à-dire que chaque pays organise un briefing où il donne sa vision, ses priorités et où il essaye de vous expliquer comment les choses vont se passer en donnant sa vision. Donc ça
il y a quelque chose de très fort pour les journalistes dans leur travail qui est d'abord la vie politique entre les institutions. Et ça, c'est une partie de la communication des institutions, c'est les institutions les unes par rapport aux autres dans les rapports de pouvoir. Par exemple, en ce moment, il y a un bras de fer très, très important entre le Parlement européen d'un côté et le Conseil, les États de l'autre, sur le plan de relance européen qui a été âprement négocié, discuté cet été par les 27 lors d'une réunion qui a duré 4 jours et 4 nuits. Maintenant, le Parlement veut en changer certains éléments. Ce bras de fer est en cours et ce sujet fait l'objet de communication à la fois du Parlement ou des représentants des États, communication qui vise avant tout à influencer l'autre institution. Donc là, nous, les journalistes, on sert un peu d'instrument. Ça, moi, en tant que correspondante d'Europe 1, c'est un des aspects que je traite peut-être le moins, parce que c'est plus pour la presse très spécialisée, c'est pour peut-être Le Monde va faire des articles de temps en temps, mais c'est pour les organes de presse qui ont vraiment pour objet principal de raconter la vie politique de l'Union européenne. Après, la deuxième chose, c'est la communication vers le citoyen, et donc via les médias grand public. Et là-dessus, c'est compliqué pour les institutions depuis Bruxelles parce que toucher 27 opinions publiques avec des états d'esprit différents, c'est complexe. Moi, ce qui me frappe, ce qui explique que cette communication soit si difficile, si je prends l'exemple de la France, c'est qu'en France, quand vous faites un papier de politique, il y a un substrat commun à tous les Français. On sait grosso modo tous ce que fait le président de la République, on sait grosso modo tous ce que fait l'Assemblée nationale. Enfin, voilà, je pense qu'on a tous une idée à peu près précise. Globalement, le Français moyen ne connaît pas les institutions européennes. Donc déjà, moi, quand je fais un papier, c'est toujours très compliqué parce que je pars du principe que les gens ne savent rien. Ils sont un peu perdus. Par exemple, je n'emploie jamais dans un papier à la radio le mot « conseil ». Parce que, en fait, le conseil, pour quelqu'un que vous croisez dans la rue, ça ne veut rien dire. Donc, je dis toujours les 27 États de l'Union européenne. Le Parlement européen, c'est beaucoup plus facile. Un Parlement, on voit plus facilement ce que c'est. Ça c'est une des difficultés de la communication. La deuxième chose, c'est qu'en France, on a nos codes sociaux, nos codes culturels, on a une culture majorité contre minorité dans notre vie de tous les jours. Et comme Fabienne Keller l'a très bien dit tout à l'heure, ici, on a une culture du consensus et du compromis. Les gens qui, ici, travaillent ensemble pour élaborer ces compromis se retrouvent ensuite sur les plateaux télévisés ou les plateaux des radios en France et se disputent et se reprochent les uns les autres leur position alors qu'ils vont travailler ensemble à essayer de construire quelque chose ici, ce que moi je trouve très beau en fait, dans cette idée de construire plutôt que de s'opposer les uns aux autres tout le temps. Voilà. Après, le troisième problème qui rend la communication difficile, c'est l'agenda. Parce que chaque pays, en tout cas la vie médiatique française, elle est définie par l'agenda national. Et vous devez en permanence, en tant que journaliste, insérer l'agenda européen dans cet agenda national. Et ce ne sont pas les mêmes rythmes, ce ne sont pas les mêmes sujets, même parfois. Par exemple, récemment, nous avons eu la présentation du pacte migratoire, qui est un dossier très, très important. C'est un dossier. Et qui, en fait, les dernières semaines, les mois précédents, étaient un petit peu moins dans l'attention médiatique. Les sujets migratoires l'étaient moins. Il se trouve qu'il y a eu l'incendie du camp de Moria en Grèce quelques jours avant la présentation du plan. Donc, ça a paradoxalement donné plus d'écho à la présentation de cette importante stratégie de la Commission européenne. Mais parfois, on arrive avec des sujets qui sont tellement décalés de l'actualité nationale que moi, mes rédacteurs en chef me disent, écoute, nous, là, en ce moment, notre grand sujet, c'est la sécurité. Toi, tu arrives avec ton dossier sur la PAC, par exemple. Moi, j'ai quasiment pas réussi à faire de politique agricole commune, alors que c'était le grand sujet la semaine dernière ici à Bruxelles, mais qu'en France, le grand sujet, c'était l'insécurité, et la radicalisation et le Covid, et du coup, c'était difficile. Et donc, parfois, il faut aussi accepter que, j'ai pas parlé de la PAC la semaine où c'était à l'agenda ici, mais j'en parlerai quand, pour une autre raison, l'agriculture deviendra un sujet dans l'actualité médiatique nationale. Donc, quand on est ici, il faut toujours jouer avec ça, ce qui est pas toujours simple. Et donc, je pense qu'en disant ça, je réponds un petit peu à la question sur la subsidiarité. Je ne pense pas que la subsidiarité est incompatible avec une bonne communication. Je pense que
la presse montre bien qu'elle est capable d'avoir, si on prend Ouest France par exemple, un bureau à Quimper, une page régionale à Rennes et de couvrir l'actualité nationale. Je pense qu'on peut sans problème rajouter un niveau supplémentaire. Et pour finir sur la question sur la conférence pour l'avenir de l'Europe, c'est trop tôt pour le dire. Vous avez raison, il y a un vrai risque que ça devienne un machin parce que ça se passe parfois. En même temps, on est quand même rentré dans une période où la participation des citoyens, ça devient un vrai outil, ça devient quelque chose dont les citoyens ont envie, besoin. Il y a eu déjà ici, moi, j'ai assisté une fois à un week-end où on avait sélectionné, alors je pense que c'était 150 ou 200 citoyens sur des bases un peu statistiques qui venaient de toute l'Europe et qui avaient travaillé ensemble. Un peu sur la base des conférences, je ne sais plus comment ça s'appelait pour après la présidentielle en France ou les conférences citoyennes, voilà, comme il y avait eu à travers toute la France. Voilà, c'est ça, il y a eu ça ici à le temps d'un week-end. J'avais passé une journée avec ces gens et c'était extraordinaire. C'est vrai qu'après, ça n'a pas débouché sur grand-chose, malheureusement. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Notre public est absolument passionné. Je suis assailli de questions, j'essaie de vous les transmettre et de renoncer à mon temps de parole parce que ce que vous dites est passionnant, à tel point que nous n'avons perdu aucun téléspectateur depuis que vous avez commencé à parler. Et donc, nous sommes toujours 240. Fabienne Keller, j'ai des questions de fond aussi. Nos téléspectateurs sont rusés et ils en profitent pour poser des questions de fond. Notamment, il y a une question qui vous tient à cœur tout particulièrement, c'est celle de l'environnement. Alors, je ne vais pas prononcer le mot en anglais de Green Deal, mais je suis quand même obligé de le faire puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots, puisqu'il y a plusieurs questions et remarques qui disent que finalement l'Europe ne fait rien, ce qui est vraiment, alors là, pour le coup, une grave erreur. Deuxième question pour vous. Quel est le rôle d'un parlementaire et du Parlement européen dans la mise en œuvre, l'adoption et la mise en œuvre du plan de relance européen dont Isabelle parlait il y a encore 5 minutes. Et puis, je ne voudrais pas abuser, mais vous travaillez beaucoup en ce moment sur les migrations. Il y a des propositions de la Commission. Quel est en gros le calendrier auquel on peut s'attendre et vos attentes sur ce sujet? Pardon de dériver un peu, mais je crois qu'on ne peut pas passer à côté de questions aussi importantes. Pour ces trois grandes questions, alors je vais y répondre de manière très très ramassée. Pardon pour ceux qui connaissent bien ces sujets et qui se posent des questions sur le chat. Alors, moi, je m'investis dans l'environnement depuis de longues années à travers mes différents mandats et je dois dire que c'est un vrai bonheur de trouver au lendemain de l'élection un Parlement très, très écolo, au sens le plus noble, c'est-à-dire vraiment soucieux du long terme de la planète et avec une volonté de porter une politique très forte. Très bonne nouvelle aussi avec le discours d'Ursula von der Leyen, c'est pas hasard, puisque pour être élue, elle a été obligée de s'adapter aux attentes du Parlement européen, certes du Conseil, puisque là aussi c'était une décision conjointe, mais elle a su répondre à ces aspirations que nous déclinons maintenant en termes d'objectifs de moyen et long terme. Mais je voudrais aussi témoigner que l'Europe a été visionnaire en matière d'environnement. Les premières directives contre les nitrates, vous savez, elles datent de 1975. L'Europe, elle a anticipé les questions de qualité de l'air, les questions de qualité de l'eau depuis plusieurs décennies. C'était des technocrates visionnaires, en quelque sorte, si on cherche un qualificatif, et des parlementaires aussi éclairés, bon, avec parfois des dates de mise en œuvre de ces textes assez différées dans le temps, mais redoutablement efficaces, une méthode de report, mais créant des obligations fortes pour les États membres. Donc moi, je forme l'espoir vraiment que nous poursuivions nos travaux dans le respect des contraintes des États membres. Par exemple, on a construit un objet qui s'appelle le Just Transition Fund, en français, le Fonds de la transition juste, qui vise à aider les États membres qui sont encore grands émetteurs de carbone
à financer la transition vers une économie beaucoup moins émettrice. Donc, ça concerne une dizaine d'États membres. Ça, je trouve que c'est très, très pertinent, plutôt que de pointer du doigt voilà, les États membres qui ont une tradition, une histoire très liée au charbon, de les accompagner fortement pour qu'ils fassent le saut avec un accompagnement volontariste de la part de l'Union européenne. Donc, une commission très active présidée par mon collègue Pascal Canfin, hein, qui a été élu sur la même liste que moi, que nous. Donc, voilà, moi, je fonde beaucoup d'espoir sur une Europe qui est toujours en tête, en quelque sorte, sur ces questions et qui donne aussi des signaux dans le monde, dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, pour un sujet qui m'est cher, qui est le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, c'est-à-dire qu'on impose en Europe des contraintes environnementales assez fortes, mais il ne s'agit pas simplement de délocaliser les productions, ce qu'on observe par exemple pour les produits raffinés. Il faut qu'on impose un différentiel à nos frontières qui est l'équivalent du coût de ces réglementations supplémentaires. Si les réglementations sont aussi fortes dans le pays qui exporte vers nous, il n'y a pas de différentiel, il n'y a pas de taxes douanières. Si par contre ils pratiquent du dumping environnemental, alors il y a un différentiel qui s'applique, et l'idée c'est donc progressivement d'encourager d'autres pays producteurs à appliquer des normes qui sont les meilleures pratiques environnementales. Sur le rôle d'un parlementaire dans la mise en œuvre du plan de relance. Alors, ça a d'abord consisté à faire du lobbying, on n'en a pas beaucoup parlé, mais à la mi-mai, le Parlement européen a adopté à une très large majorité une résolution extrêmement enthousiaste. Aidez-moi, chère Isabelle Horry, on était beaucoup plus ambitieux que les 750 milliards, c'était pas 1500, enfin on avait mis un chiffre bien plus élevé. 1000 au moins, ouais, c'est moins 1000. Ouais. En tout cas, 1000 milliards peut-être dans la résolution finale, mais on a tous bien senti qu'il fallait un objectif partagé, un levier européen, puisque cette crise avait comme caractéristique, contrairement à 2008, de ne pas seulement concerner le secteur financier, mais concerner tous les secteurs de l'économie, que personne n'avait plus de sous, les banquiers étaient autant en difficulté que les autres secteurs industriels ou commerciaux, que les États membres étaient eux-mêmes plutôt fragilisés parce qu'il fallait qu'ils mettent en place des mécanismes sociaux, des mécanismes de soutien, donc il fallait que l'Europe soit présente et de manière énergique. Et comme vous le savez, et chez moi c'est une conviction, de toute façon l'Europe ne progresse que dans les crises. C'est là qu'elle est forte, c'est là qu'elle peut jouer pleinement son rôle. Donc le Parlement, à la mi-mai, avant l'accord franco-allemand, c'était quelques jours avant, vote cette résolution très déterminée. Ça veut dire que chacun dans son État membre en a parlé, a fait son lobbying, a influé. Et je dois dire qu'on a cette formidable décision franco-allemande, ce n'était pas gagné du côté des Allemands, hein, d'accepter le principe d'une dette européenne, puisque jusque-là, l'Europe n'avait pas le droit de lever elle-même de la dette, donc du financement. Et puis sont suivis le long palabre lors de plusieurs conseils européens qui étaient assez résistants, qui aboutit le 21 juillet à cet accord tellement fragile qui portait sur le plan de relance, mais aussi en même temps sur les 7 prochaines années, donc les projections financières pluriannuelles, puisque c'est comme ça que fonctionne l'Europe, et encore sur les nouvelles ressources, puisque quand même il faut des sous pour payer tout ça, même si l'endettement ne coûte pas très cher, il faut quand même essayer de le rembourser. Et donc, c'est les mécanismes d'inclusion carbone, la taxe sur les transactions financières, un développement du mécanisme du marché carbone européen qui s'impose aux industries les plus émettrices de carbone. Hein. En gros, la moitié des tonnes de carbone sont aujourd'hui sous le coup de ce mécanisme où les industriels doivent acheter des crédits carbone, doivent payer pour les tonnes de carbone qu'ils rejettent dans l'air. Et donc, nous sommes maintenant en suivi de ce plan de relance, parce qu'évidemment, le Conseil a raboté un peu le montant total du plan de relance, mais aussi la projection sur 7 ans. Donc, on a des programmes auxquels nous tenions beaucoup,
comme InvestEU, sont des programmes plutôt industriels et de recherche, comme Erasmus, qu'on voulait très fortement développer, qu'on développerait moins, comme le programme sur la santé, qui est bien sûr important pour les Européens. Et c'est ce bras de fer évoqué tout à l'heure par Isabelle Horry, entre le Parlement qui voudrait continuer à assurer ces objectifs en développement et le Conseil qui nous propose une vision plus sobre, on pourrait dire, un peu tristoune, puisqu'en fait, ce n'est pas plus que les 7 années précédentes. Sur la migration, la Commission a enfin fait une proposition, après avoir longtemps tardé. La crise, elle date de 2015-2016. Il y avait une première proposition sur la table en 2017. Elle a été discutée par le Parlement, mais jamais regardée par le Conseil, considérant que ses positions, a priori, seraient de toute façon trop éloignées de celles du Parlement pour permettre de jeter les bases d'un trilogue fructueux. Donc là, les commissaires Ylva Johansson et Margaritas Schinas, justement, le pauvre, pour lequel on a une pensée là, pour qu'il se rétablisse vite, donc portent ce dossier qui est le dossier de tous les dangers. Parce que nos concitoyens n'ont pas une appréhension directe du sujet de l'asile et de la migration, c'est par les médias qu'ils en ont connaissance. Il y a bien sûr quelques personnes investies dans des associations ou des ONG qui connaissent le sujet, mais on ne le connaît pas comme le sujet des écoles, si vous voulez, ou de l'hôpital, hein, qu'on pratique tous, ou de l'environnement. C'est un sujet qui est très pris en main par les extrêmes, notamment l'extrême droite. D'ailleurs, Mme Le Pen a déjà lancé une pétition contre ce paquet, nous a annoncé 50 millions de personnes qui allaient arriver en Europe à cause de ce paquet. Parce qu'on parle d'un sujet profondément humain, c'est des personnes qui rejoignent l'Europe dans des démarches toutes respectables, une vie meilleure, mais nous avons des règles, et ces règles permettent à une partie de ces personnes d'être accueillis sur notre territoire, c'est les réfugiés, ceux auxquels est reconnu le statut de réfugié, et d'autres, il nous faut les reconduire, leur proposer de retourner dans le pays d'origine. Les mécanismes actuellement en place sont super techno. Moi, j'ai fait depuis 1 an donc, une évaluation de la réglementation précédente, du règlement dit de Dublin. Je suis allée dans plusieurs États membres voir comment ça se passait, parce que c'est ça ma passion, hein, voir la mise en œuvre des choses concrètement. Ça marche très très mal, avec énormément d'efforts administratifs pour des situations en fait qui sont profondément humaines, avec de très longs délais, des gens qui passent beaucoup trop de temps aux différentes étapes de la procédure, et l'échec du système précédent est en quelque sorte symbolisé par l'incendie de Moria. C'est un camp qui était prévu pour quelques milliers de personnes, qui en accueillait au plus haut 10 fois plus récemment 4 fois plus, des conditions sanitaires totalement indignes, des gens auxquels on ne propose pas grand-chose, et des drames humains et des États membres qui ne sont pas solidaires. Donc, c'est la preuve, j'ai envie de dire, de l'inadaptation du règlement actuel, alors que les flux de migrants n'ont jamais été aussi bas, aussi faibles. Donc, voilà, je me suis investie dans ce dossier qui est hautement impopulaire, où il n'y a pas de bonne solution, où je répète ce que Pascal Joannin m'a recommandé quand j'ai discuté avec plusieurs think tanks. Il faut probablement appliquer l'adage de Schuman. Les petits pas plutôt que des grandes théories, mais par contre qui améliorent vraiment notre capacité à traiter avec plus d'humanité les gens qui viennent sur notre territoire et à mieux faire respecter les règles communes, avec cet immense paradoxe des règles européennes, mais des États membres dont ce sont les ministères de l'Intérieur. Donc le plus régalien, ceux qui portent la mission de la souveraineté nationale, qui sont chargés de la mise en œuvre, donc avec des sujets de coopération européenne, de convergence des méthodes, de partage des expériences qui sont encore largement à construire. Donc voilà, un dossier difficile, mais où je m'investis comme je peux. Et alors, c'est avec grand plaisir que je suis chez Renew, le parti des centristes. Donc on est a priori
au cœur de ce qui devrait être le compromis. À ma gauche, SND, les Verts, à ma droite, le PPE, et c'est avec eux, mais aussi avec la GUE, que je dialogue pour essayer de construire des compromis. Là, je m'entraîne sur ma résolution, sur mon évaluation du règlement de Dublin. C'est beaucoup, beaucoup d'heures, surtout pour mes assistants, mais c'est très intéressant d'essayer de prendre en compte une sensibilité et surtout un vécu, une expérience de collègues. Et puis après, voilà, de peser aussi parce qu'on a une majorité, on représente une sensibilité très largement partagée. Pardon, j'étais longue sur la migration, mais c'est un sujet intéressant. Donc je forme le vœu qu'il y ait beaucoup de débats sur la migration pour qu'on ne laisse pas ce sujet aux mains des extrêmes qui nous le feront totalement caricatural. Tout à fait. Ben, comptez sur nous pour vous en donner la possibilité. De la même manière, chère Fabienne Keller, avec vous et vos collègues, il faut que nous multiplions les occasions, telles que vous venez de le faire, de s'exprimer sur la manière dont fonctionnent les institutions. Construire un compromis, c'est long, c'est le contraire de la culture de certains États membres, comme celui qui nous est cher, la France, par exemple. Si on veut être crédible, il faut s'opposer, alors que partout ailleurs en Europe, c'est plutôt composé. Et donc, moi, je rêve aussi, mais on peut peut-être construire ça ensemble et avec des conseils éclairés comme ceux d'Isabelle, des petits reportages pour expliquer comment ça se passe. Vous le faites, Isabelle, vous le faites, mais c'est difficile. La radio, c'est pas facile en plus. Moi, je suis administrateur d'Arte, on essaie de le faire aussi. Mais il faut comprendre que pour nos spectateurs, beaucoup sont convaincus, là je le sais, il faut comprendre que l'Europe c'est quelque chose de plus que ce que nous avons dans nos États membres. Et c'est quelque chose de plus qu'il faut apprendre à décoder, à comprendre. Et évidemment, si on est passionné par la culture des autres, c'est plus facile que si on est inquiet de la position des autres. Et l'époque que nous vivons, c'est aussi une époque un peu d'anxiété, de peur, avec de démagogie, pour ne pas dire de populisme. Et c'est justement la question que je voudrais poser à Isabelle Horry, qui est quand même une observatrice privilégiée là où elle est. Elle est française, la majorité de nos spectateurs ce soir est français et françaises, même s'ils ne sont pas tous. Et elle est au cœur des institutions, elle-même plurilingue et donc expérimentée dans la communication. Quel regard vous portez, Isabelle, sur l'image qu'on a à Bruxelles des États membres et notamment de celui de la France? Alors, je vais répondre à votre question. Je voulais juste je réponds parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Je voudrais juste dire deux petites choses. La première chose, je voudrais dire à tout le monde de lire le rapport de Madame Keller sur, si on veut comprendre le pacte et la migration, il faut lire le rapport sur l'évaluation de Dublin, parce que c'est vraiment, on voit vraiment comme ça fonctionne pas, comme on traite de façon pas très humaine les gens aujourd'hui. C'est vraiment très, très limpide. Ça m'a été très utile pour préparer les sujets sur le pacte migratoire, je vous le dis sincèrement. La deuxième chose, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas que le sommet sur le plan de relance avait été couvert uniquement par la presse spécialisée. Loin de là, je l'ai couvert nuit et jour moi-même en étant en direct dans tous les journaux de ma radio. Ce que je disais, c'est que le rapport de force entre les institutions sur certains des points, ça, c'est quelque chose que la presse généraliste ne couvre peut-être pas au quotidien. Voilà, je voulais juste répondre à cette personne qui me faisait cette objection. Pour répondre à votre question, alors sans faire de politique, mais c'est vrai que je suis assez frappée par le fait que on a un président de la République qui est peut-être notre plus grande aide depuis qu'il a été élu, aide à nous tous qui essayons de vulgariser l'Europe, d'en parler et de faire qu'elle soit à l'agenda. Il dit toujours notre Europe, et je trouve que c'est vraiment une manière très habile de parler de ce qui se passe ici, plutôt que de dire Bruxelles. Je trouve que notre Europe
moi, c'est toujours la France et les 26 autres pays aussi quand je fais des papiers pour que les gens réalisent bien que quand on parle de l'Europe, on est partie prenante. Et donc, je pense que grâce à son action, la France l'image de la France, en tout cas, qui a été complexe après le référendum contre la Constitution européenne, où pendant des années, ici, les Français nous racontaient, les Français qui travaillaient dans les institutions, notamment à quel point ils avaient rasé les murs, parce que voilà, c'était pas si simple d'être Français quand on était un État fondateur qui avait voté contre la Constitution. Je pense que son arrivée a vraiment représenté une bouffée d'air frais pour beaucoup de monde, du point de vue en tout cas de la construction de l'Europe. Aujourd'hui, je pense que la France a l'image d'un pays parfois un peu agaçant, fatigant, parce que convaincu d'avoir souvent la vérité à lui tout seul, mais qu'en même temps, et je pense que c'est aussi c'est assez frappant au Parlement européen avec je dis pas ça parce que Madame Keller est là, mais parce que je suis assez frappée de voir que les nouveaux députés français sont plus présents, plus impliqués. Si on prend la moyenne générale, que ça a pu être le cas dans les mandatures auxquelles j'ai pu assister, moi qui suis ici depuis 15 ans, globalement, de façon... voilà, il y a toujours eu des gens très, très brillants et des députés français, européens français très engagés, mais je trouve que de façon globale, les Français pèsent davantage aujourd'hui. Et voilà, et dans les institutions, on sent très fort que cette voix française, elle pèse plus. D'abord, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'idées qui viennent de la France. Et donc, moi, en tout cas, j'ai le sentiment, même s'il y a un énervement et souvent les sourcils qui se lèvent un peu au ciel quand on parle de la France, parce que c'est toujours la grande nation, comme disent nos amis allemands. Je trouve que la France prend toute sa place, en fait, depuis quelques années dans les institutions. Je ne vais pas demander à Fabienne Keller de le confirmer parce qu'il y aurait conflit d'intérêts, puisqu'elle représente ces députés exemplaires qui travaillent beaucoup et elle représente le parti d'Emmanuel Macron. Personnellement, en tant que président de la Fondation Robert Schuman, je confirme tout à fait ce que vous dites, Isabelle Laurie. Dans les débats européens, la France est de retour. Elle est de retour, elle est écoutée. Elle est écoutée avec cet agacement, parfois légitime, parce qu'on est toujours persuadé d'avoir raison. Mais les raisonnements français, ce sont des idées originales, créatives, courageuses en ce moment. Et je crois qu'on a retrouvé une place qui est la nôtre en réalité, à côté de nos amis allemands qui incarnent d'autres valeurs, dans la durée, de sérieux, peut-être de légalisme un peu supérieur au nôtre, et que cette complémentarité entre la France et l'Allemagne, elle est, si on y travaille beaucoup, et ce n'est pas toujours facile, je pense sous le contrôle de Fabienne Keller, elle est irrépressible pour faire progresser l'Europe. N'est-ce pas, chère Fabienne Keller? Oui, j'aime bien dire que français et allemand, on est très différents. C'est pour cela que alors comme Isabelle parle bien allemand, je pense qu'elle connaît bien la culture allemande aussi, c'est pour ça que quand on tombe d'accord, ce n'est pas une mauvaise base pour qu'elle s'élargisse. C'est justement parce qu'on n'est pas naturellement convergent sur les dossiers. Donc voilà, quand on fait l'effort d'un premier compromis, c'est déjà une base de travail raisonnable. Sur la France qui reprend toute sa place, moi je voudrais témoigner parce que j'étais à Strasbourg maire au moment du référendum, le choc que ça a été pour tous les autres États membres. La France n'a pas entendu, n'a pas compris combien les autres États se sentaient perdus sans la France, ne comprenant pas pourquoi l'un des 6 pays fondateurs, voilà, qui pour eux était le socle de l'Europe, avait pu tourner le dos. Et ça me fait plaisir ce que vous dites, Isabelle Horry, parce que ça veut dire que voilà, on a dépassé ce choc du référendum qui avait été très très fort dans les couloirs du Parlement à l'époque. Pendant 3 mois, le Parlement
se demandaient s'ils allaient continuer, enfin comment ça allait continuer et comment c'était possible enfin, que la France les ait lâchés. On peut rappeler qu'à ce moment-là, il y en a, ça faisait juste 1 an qu'ils étaient dans le Parlement. C'était ce qu'ils attendaient depuis 50 ans. Ils rejoignent le Parlement et nous, on décroche de l'évolution qui semblait voilà, évidente, un peu techno d'ailleurs pour eux, hein, je pense. Ce n'était pas leur sujet principal. On va bientôt arriver au terme de nos échanges. Isabelle, est-ce que je peux vous demander un tout petit point d'actualité? Turquie, élections américaines, qu'est-ce qui aujourd'hui à Bruxelles fait questionner, frissonner? De quoi parle-t-on? Du Covid. Je pense que alors, nos sujets ces derniers jours, c'était c'est intéressant, vous voyez ce que vous dites, parce que pour ici à Bruxelles, les sujets, c'était d'abord la PAC, ensuite c'est toujours le plan de relance et les mécanismes pour l'état de droit qui sont reliés et donc à ces négociations qui sont en cours. C'était beaucoup les sujets et voilà, le Covid est en train de s'imposer de nouveau à l'agenda. Sur la Turquie qui nous préoccupe beaucoup ces derniers jours en France, on en a évidemment un petit peu parlé parce qu'il y a eu le soutien affiché par les capitales, mais peut-être que c'est quelque chose qui s'est plus fait dans l'ensemble des capitales européennes qu'à Bruxelles même. À ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas encore de conseil des ministres des Affaires étrangères ou quelque chose comme ça de convoquer pour en parler. Bon, sachant qu'en fait, demain soir, les chefs d'État et de gouvernement ont je ne sais pas comment on peut appeler ça maintenant, eux aussi ont un Zoom, un webinaire demain soir à partir de 18h à la demande. C'est l'Allemagne, en fait, c'est Angela Merkel qui a suggéré qu'il y ait des points réguliers par vidéoconférence sur l'épidémie de Covid pour qu'un peu tout le monde se consulte. Peut-être que ça sera l'occasion pour eux de faire un petit point sur la Turquie. Je pense que l'élection américaine, tout le monde attend très fort de voir ce qui va se passer. Je pense qu'effectivement, ça changera des choses, mais on est tous dans l'attente. Donc, pour le moment, on va voir une fois que ça sera passé. Mais vraiment, là, on est de nouveau en train de basculer. Dans la pandémie revient vraiment au premier plan. On nous a annoncé demain une conférence de presse d'Ursula von der Leyen qui doit faire des propositions sur la une meilleure coordination entre Européens, parce que c'est vrai que ça n'a pas toujours été très, très heureux au printemps. Et demain, donc ça c'est demain, et jeudi, il y a ce sommet informel par vidéoconférence qui doit en grande partie se consacrer à la coordination et à l'information. C'est intéressant hein, parce que dans les pays fédéraux, les Länder allemands, par exemple, Angela Merkel fait des points d'information avec ses différents Länder sur vous en êtes où, comment va l'épidémie chez vous, qu'est-ce que vous prenez comme mesure. Et au dernier sommet européen physique, elle a dit lors de sa conférence de presse que elle pensait que puisqu'elle le faisait avec les Länder, ça serait quand même normal de le faire une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours aussi avec les autres chefs d'État et de gouvernement. Et c'était intéressant parce que j'ai vu la conférence de presse d'Angela Merkel qui expliquait ça avec beaucoup d'enthousiasme et on sentait que ça lui était très naturel. Puis Emmanuel Macron a parlé après, alors on sentait que l'idée lui était moins naturelle en fait de se consulter comme ça au niveau horizontal. C'était intéressant de voir les différences de culture entre les deux. Fabienne, quelle est votre actualité de la semaine? Quel est votre travail? Toujours la migration, le plan de... Alors, le point d'orgue, c'est le webinaire avec la Fondation Robert Schuman sur le sujet de la communication. Ah, c'est ça que j'aurais dû dire. Alors, toujours, donc on a une commission des libertés publiques, de l'état de droit et de la justice qui travaille beaucoup. Donc, on a toujours, là, cette semaine, 3 séquences de 2 heures de commission. Ça se prépare en délégation et ça se prépare en groupe. Donc, voilà, ça m'occupe au moins à mi-temps. Je suis également en commission budget, où je suis la gestion du budget. Là, je peux vous partager le fait qu'il y aura un excédent assez fort pour le budget du Parlement européen exercice 2020. Donc, on se pose la question, est-ce que comme il est d'usage, on doit se servir de cet argent pour ce qu'on appelle techniquement du ramassage, c'est-à-dire trouver un objet pour le financer. Ça pourrait être
acquisitions immobilières du Parlement européen, ou est-ce qu'au contraire, on doit utiliser cet argent pour doter des programmes qui ont besoin d'argent? Ce serait plutôt ma pente, des programmes santé, des programmes d'aide à des pays tiers en difficulté, voire, dernière option, rendre une partie de cet argent aux États membres, puisque ce qu'on ne dépense pas est rendu aux États membres, parce que les ministres du budget aiment toujours qu'on leur rende un peu de sous, ce qui leur facilite le bouclage des comptes de l'année en question. Voilà, sinon, mon actualité, c'est d'avancer sur le pacte asile-migration, qui est, on s'est réparti les rapports, on essaye de travailler en coordonné, parce qu'il y a plusieurs textes, là on rentre dans la technique, mais il faut avancer de concert. Je discute avec beaucoup de think tanks, avec différentes ONG qui me sollicitent pour partager leurs convictions, pour partager leur expérience de terrain. Ce matin, j'étais par exemple avec Oxfam, qui a fait un gros travail sur ce qui s'est passé sur Lesbos et qui souhaitait le partager, parce qu'ils ont le sentiment que les dispositifs proposés dans le nouveau texte de la Commission, on les a déjà testés, donc il ne faudrait pas refaire les mêmes erreurs. Enfin voilà, c'est du travail de fond, mais j'apprécie toujours de prendre un peu de recul et avec vous de réfléchir aussi à comment parler d'Europe de manière enthousiaste, pour donner peut-être aussi un peu d'espoir à nos concitoyens. Le Covid nous met un peu à mal, mais l'Europe peut être le lieu, le sujet sur lequel on se fédère, on se dit qu'il y a de l'espoir, il y a des plans de relance qui sont en train d'être façonnés, précisés. Ça, c'est important que, en quelque sorte, l'imagination soit et la volonté d'agir soit plus forte que jamais, même si ça se fait par visio, même si c'est un peu plus compliqué. Au contraire, ça doit nous doper. Voilà. Merci beaucoup. Vous savez que vous nous trouverez toujours à vos côtés pour essayer de susciter des idées, réfléchir en commun. On est toujours plus intelligent à plusieurs et en débattant. Merci mille fois à tous ceux qui ont, par leurs commentaires ou leurs questions, contribué à l'animation de ce débat. Chère Fabienne, si vous avez des inquiétudes sur l'utilisation des excédents du Parlement européen, du budget du Parlement européen, sachez que les think tanks sont tout à fait prêts à les recevoir et à vous aider, car nous avons bien l'intention d'accroître les occasions que vous avez bien voulu aujourd'hui offrir à nos téléspectateurs. Je voudrais vous remercier tout spécialement, chère Fabienne Keller, chère Isabelle Horry, d'avoir pris de votre temps si précieux. Nous allons continuer à travailler sur le fond avec beaucoup d'abnégation, parce que nous pensons qu'il nous faut du recul et en même temps du concret pour essayer d'intéresser davantage nos concitoyens qui le sont naturellement quand ils comprennent de quoi il s'agit, qui sont intéressés à l'Europe. L'Europe est un choix de raison en réalité, et nous sommes dans une époque de passion malheureusement, et donc il faut travailler et ramer 2 fois plus. Comptez sur nous pour le faire et merci d'avoir participé à cette action. Merci à tous, merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Dominique. Merci beaucoup.